Nous sommes dans la maison, presque ma maison natale, dirons-nous, mais nous sommes au Parais. C'est la maison qui s'appelle comme ça, et c'est la maison où mon père a écrit toute son œuvre littéraire, ce qui est une rareté chez les écrivains, en tout cas chez les écrivains français de la génération de mon père, c'est-à-dire pratiquement, je crois que c'est le seul écrivain ayant écrit toute son œuvre dans une seule maison. C'est difficile pour moi de présenter mon père. Pour moi, je trouve que c'est un des plus grands écrivains, en tout cas de son siècle. Et ce qui m'étonne et ce qui m'éblouit, c'est que depuis sa disparition, c'est quand même plus de 40 ans qu'il est décédé, eh bien, sa littérature, en tout cas, n'a pas changé. Elle est toujours aussi moderne. Le style est moderne. Et c'est un style très précis. Et quand je lis pas mal de littérature contemporaine et que je me replonge ensuite dans mon père, dans la littérature de mon père, je suis, je vous dis, absolument éblouie par son style. Son thème, et on ne peut pas parler d'un thème avec mon père, parce que c'est un écrivain qui a évolué. Ce n'est pas un écrivain statique qui réécrit toujours la même chose. Et je ne cite personne, mais il y en a beaucoup dont c'est le cas. Il a évolué terriblement dans la littérature. On ne peut pas comparer ses premiers livres et ses derniers livres, ni dans le style, ni dans l'histoire. Donc, en tout cas, à toutes les époques, ça a été la recherche du bonheur pour lui. Le bonheur de vivre, le bonheur de l'écriture, surtout. Ça dépend de chacun. Mais moi, je commencerai tout simplement par le premier, Colline. Parce que c'est un des rares livres qui est resté très cher au cœur de mon père. C'est très curieux, les autres, une fois écrits, une fois terminés, édités, critiqués aussi par la presse, qu'ils ont fait leur chemin. Mon père s'en désintéressait complètement. Même il était très critique à leur égard, sauf Colline. Alors, pourquoi ne pas commencer par Colline ? Aucune différence. La vie de famille et la vie de l'écrivain, c'était deux mondes tout à fait différents. Mon père a été le père le plus exceptionnel, je pense, qu'il ait pu y avoir sur Terre. Je ne dirais pas l'homme, je ne dirais pas le mari, je dis le père, c'est tout à fait différent. Mais pour nous, ma sœur et moi, nous n'avons jamais senti la différence qu'il y a pu y avoir justement chez lui, parce que les aigreurs qu'il y a pu y avoir, qui se sont accumulées après la guerre, pendant la guerre de 39-45 et après, tout ça s'est passé dans son œuvre, mais pas dans sa vie. Justement, la littérature pour lui était un exutoire. J'ai l'impression, en tout cas, c'était un exutoire. Donc c'était une thérapie qu'il faisait, et après, grâce à ça, nous avions le père égal à lui-même, le plus chaleureux qu'il soit, le plus tendre qu'il soit. C'était pour nous, c'était un père normal. Les pères anormaux, c'était ceux de mes petites copines. Oui, je ne comprenais pas comment on pouvait vivre différemment de ce que nous vivions à la maison. Mais la fantaisie, on l'avait chez nous, ici à la maison. J'avais mon père qui me racontait des histoires. J'avais mon père qui me lisait ce qu'il avait écrit tous les soirs. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vivait dans un monde parallèle à la réalité. Je l'ai lu très tard. Je vais vous dire pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il nous le lisait, je viens de vous le dire. Tous les soirs, il descendait, ou plutôt, il nous envoyait, ma sœur et moi, aller chercher les 3 pages manuscrites qu'il avait écrites dans la journée, puisque son bureau était au 2e étage. Et après le repas du soir, il nous faisait la lecture en feuilleton de son roman, du roman qui était en cours, ou de ses romans qui étaient en cours, parce qu'il en avait quelquefois 2, 3 en chantier. Il passait de l'un à l'autre. Quand un s'arrêtait, il passait au suivant. Brusquement, son héros s'arrêtait sur l'un. Il ne voulait pas souffrir pour savoir ce qu'il allait avoir à écrire, donc il passait au suivant. Et comme ça, de soirée en soirée, nous connaissions toute son œuvre. Donc quand le livre arrivait à la maison, édité, on avait un regard de curiosité sur la matière du livre, sur la beauté du titre, sur le volume, sur l'épaisseur, mais on ne le relisait pas puisqu'on en était déjà au suivant ou même au 3e. Ma mère, vous avez pu remarquer les petites machines
dont ma mère se servait pour taper les œuvres de mon père, et notamment la Remington Junior qui est là sur la table. Et donc, elle était la première lectrice de l'œuvre de mon père. Et au moment de la rédaction du Hussard sur le toit, il y a effectivement pas mal de morts grâce au choléra, et qui est aussi une espèce de vengeance de mon père contre Manosque et contre les Manoscans, dont il avait beaucoup souffert pendant la guerre. Et ma mère, donc, lui a reproché, elle en avait assez de taper tous ces morts du choléra, c'était assez dégoûtant, et elle lui a dit, mais enfin, Jean, je ne te comprends pas, quand je t'ai épousé, tu étais un employé de banque, tu étais gentil comme tout, et maintenant, dans la littérature, quand tu écris, tu n'arrêtes pas de tuer les gens, mais qu'est-ce qui te prend? Alors, mon père, qui était quelqu'un de très pacifiste, de très tendre et très joyeux, là, s'est mis en colère, dans une colère noire, en disant « Mais je ne te demande pas ce que tu mets quand tu fais ta soupe, quand tu fais tes plats. Moi, je fais ce que je veux avec mes personnages. » Il était monté assez fâché dans son bureau. Mais les fâcheries n'étaient jamais très longues dans la famille. Donc, le soir, il est descendu et il est allé, avec un grand sourire, il est allé embrasser ma mère et il lui a dit « Tu vois, Élise, aujourd'hui, pour toi, je n'ai tué personne. » Mais ça ne l'avait pas empêché, je suppose que le lendemain, il a dû en tuer le double. C'est aussi un souvenir que j'ai, un éblouissement total de mon père en écrivant ce livre. Il revenait de la ferme de la Margotte que nous avions entre Man et Fort-Calquier. C'est pas très loin d'ici. C'est là où nous passions nos grandes vacances. Vous voyez, les vacances n'étaient pas très éloignées de Manosque. Et en se promenant dans les prés, dans les champs autour de la ferme, il est tombé sur un chêne, tout simplement un gros chêne, certainement plus que centenaire, avec un tronc volumineux et qui avait une espèce de berceau de branches au-dessus. Et là, en le regardant, mon père s'est imaginé, il faut dire aussi que, une petite parenthèse, c'était un grand lecteur de romans policiers de la série noire. Brusquement, en voyant ce chêne, là, il s'est dit « Tiens, qu'est-ce que je pourrais y mettre dans cette espèce de berceau de branches si j'y mettais un cadavre ?» Alors, il est parti de l'arbre, ensuite le cadavre, et ensuite il a créé ses personnages. Et là, il est revenu, mais presque comme un fou de la Margotte, et en 40 jours, il a écrit ce chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Alors, ceux qui ne connaissent pas mon père, je dis très souvent, ça dépend aussi du degré intellectuel, si on aime bien des œuvres qui apportent quelque chose. On peut commencer par un roi sans divertissement, parce que la moitié du livre, c'est un polar, c'est carrément un polar, c'est un roman policier, et ensuite, c'est un livre philosophique, une réflexion sur l'ennui. L'ennui qui peut amener au crime. Non, 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 il s'y refusait. Et on ne le lui demandait pas, ma sœur et moi, sauf, je le dis très souvent, parce que une fois, vraiment en panne sèche, avec un devoir qu'on m'avait demandé de faire, je suis allée le trouver dans son bureau. J'étais au collège à l'époque, et je lui dis, écoute papa, aide-moi, parce que là, franchement, il faut que je le rende demain, je n'ai rien écrit, j'ai aucune idée, le sujet ne m'intéresse pas. Alors j'ai commencé par se mettre un peu en colère, mais enfin c'est inadmissible, un devoir de français, mais tout le monde doit pouvoir faire ça. Écoute, je vais te le faire, c'est très simple, ça te servira de modèle, mais je ne veux pas que tu changes un mot, je vais te le faire entièrement. Tu verras, c'est simple comme tout, et ensuite ça te servira de cadre pour que tu puisses faire d'autres choses. Et là-dessus, il s'est amusé, vraiment, mais ça lui a beaucoup plu, à rédiger mon devoir de français. Vous vous rendez compte, mon soulagement, je n'ai eu qu'à recopier, mot à mot, je n'ai pas changé ne serait-ce qu'une virgule au texte de mon père. Et toute fière, je l'ai apporté au lycée, je l'ai rendu au professeur. Et ensuite, mon père a attendu sa note. Puis tous les jours, ça tardait un peu. Je lui disais, non, non, aujourd'hui, je n'ai pas eu français. Puis un jour, je suis arrivée avec un grand sourire à table. Il me dit alors, incidemment comme ça, l'air de rien, il me dit alors, qu'est-ce que tu as fait en classe aujourd'hui? Je lui dis, bah tiens, papa, justement, j'ai eu français et on m'a rendu ton devoir. Ah, me dit, très intéressé, il me dit, et alors, quelle note tu as eue? Et alors je lui ai montré, et il y avait peu de corrections,
Mais simplement, il y avait en haut 12, un peu mieux que d'habitude. Je ne vous dirai pas les insultes que mon père a dû a sorti pour ce pauvre professeur de français que j'ai eu ensuite entre les pattes beaucoup plus tard et à qui j'ai raconté l'histoire. Il m'avait dit « Oh, mais je m'étais très bien rendu compte que c'était votre père ». Du tout, il ne s'était pas rendu compte. Mais moi, j'étais très fière parce que j'étais à peine un peu moins mauvaise que mon père. D'habitude, les notes, c'était autour de 10, 11, et mon père avait eu 12. Eh ben justement, ça continue. Ça continue parce qu'il trouve que la nature, ici, en France, n'existe plus. Elle l'a cherché en Australie, je crois que ma fille a commencé par le Canada, qui a aussi de grands espaces vides, où il y a une forêt d'ailleurs qui s'appelle la forêt Jean Giono, hein, créée par Frédéric Bach, qui a fait un film d'animation sur l'homme qui plantait des arbres. Et maintenant, ma fille est en Australie. Donc des grands espaces, ils ont besoin d'espace. Ils ont continué, si on peut dire, la tradition familiale, puisque le grand-père était venu du Piémont, était venu en France, donc il y avait déjà un départ vers l'ouest. Le départ vers l'ouest, elle a franchi l'océan, elle est allée au Canada. Et après, du Canada, elle est partie en Australie.